Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. En Afrique de l'Ouest, il y a plus d'une trentaine d'années, les ressources halieutiques étaient jugées très abondantes. Mais aujourd'hui, cette situation n'est plus la même et se caractérise à présent par une surexploitation de certains stocks, la détérioration de l'environnement marin et une forte croissance liée à la pression démographique. Le Sénégal, où la pêche figure parmi les secteurs prioritaires de développement économique et social, n'échappe pas à cette tendance. Et les prémices d'une raréfaction de la ressource halieutique dans certaines zones maritimes du pays, combinées à la concurrence, ont accentué les dissensions, tant au niveau de la pêche artisanale qu'entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. Dans la première partie de cette émission, nous irons à Mbour, à environ 80 km au sud de Dakar, la capitale sénégalaise. Là-bas, le poisson se fait de plus en plus rare. Conséquence, les activités de la ville qui dépendent à 50% de la mer, directement ou indirectement, sont au ralenti. Ainsi, dans notre reportage, vous découvrirez les différents facteurs qui causent la raréfaction du poisson dans cette partie du Sénégal, mais aussi comment les populations, et particulièrement les pêcheurs de Mbour, font face à ce manque de ressources halieutiques, et enfin l'impact socio-économique et environnemental relatif à cette situation critique. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur ce sujet, nous sommes sur ce plateau avec le docteur Ibrahima Kamara, chercheur en sciences du climat et de l'océan à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alex pour votre invitation. Je suis très ravi d'être ici et discuter avec vous sur ce problème qui est vraiment très intéressant pour nous. On se retrouve en deuxième partie d'émission. Maintenant, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Mbour, ville de l'ouest du Sénégal, située sur la petite côte, abrite le second port du pays après celui de Dakar. La pêche y est l'activité la plus pratiquée. Néanmoins, depuis quelques années, les produits halieutiques se raréfient. La pêche au filet et les bateaux de pêche sont les deux grandes causes de la rareté du poisson. Nous pouvons ajouter le fait que certains pêcheurs passent la nuit en mer, surtout pendant l'hivernage, pour capturer le maximum de poissons. C'est pourquoi du côté de Ndayan, Toubab, Dialaoué et Dakar, il n'y a presque plus rien. Nous allions en campagne à Rufisque, Yara et à Tiaroy. Maintenant, presque tous les pêcheurs vont vers le sud du pays. Je suis très nostalgique de l'époque où les filets en nylon étaient utilisés parce qu'il y avait toujours beaucoup de poissons, ce qui n'est plus le cas actuellement. Dans quelques minutes, son équipe et lui doivent embarquer pour Kafountine, ce village de la Basse-Casamance, situé à plus de 315 km de Mbour. Certains pêcheurs poussent les ressources halieutiques jusqu'à leur dernier retranchement. Ils ne leur laissent aucune chance, même les petits pélagiques. Ensuite, ils veulent y retourner. Le lendemain, y trouver quelque chose, c'est impossible. C'est comme capturer une famille entière. Je suis connu dans tous les quais de pêche d'Afrique jusqu'en Mauritanie. Pourtant, je n'ai jamais mis les pieds à Yoff. Tout cela parce que j'ai toujours respecté les normes. Mais la jeune génération, parfois tu leur donnes des conseils, ils te manquent de respect. Après 40 ans d'expérience dans le Grand Bleu, Mamadou est au creux de la vague. Nous ne sommes pas payés par mois. J'ai mis une valeur de 178 000 francs CFA d'essence dans ma pirogue pour aller en mer, soit plus de 271 €. Je peux revenir sans aucune ressource. Cela ne m'empêchera pas d'y remettre la même quantité d'essence. J'ai une fois débarqué avec 2 pirogues remplies de sardines. J'ai commencé à vendre le panier à 100 francs. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de petits pélagiques, j'ai tout remis dans la mer. Cela est impossible en ce moment. Le panier de sardines se vend aujourd'hui à 30 000 francs CFA, plus de 45 €. Franchement, c'est une vraie catastrophe. Cet autre pêcheur appuie son collègue. La pêche artisanale est selon lui au bord du gouffre.
Des acteurs de la pêche industrielle prennent des poissons qu'ils n'ont pas l'autorisation de capturer. Nous, on utilise beaucoup plus les filets tournants. Habituellement, en avril, nous avions du poisson. Puisque ce n'est plus le cas, une bonne partie des pêcheurs est en Casamance. Après, ils vendent une partie de leurs produits à Joal, 30 km d'ici. Ils peuvent rester là-bas 5 mois parfois. Il y a très peu de poissons vers Dakar. Il reconnaît tout de même que la mésentente entre pêcheurs n'arrange pas la situation. Entre pêcheurs, nous avons beaucoup de divergences. L'État ne nous reconnaît pas et chacun s'autofinance. Par contre, si le gouvernement met plusieurs milliards dans la pêche artisanale, nous serons unis, parce que nous saurons que cet argent pourra régler beaucoup de nos difficultés. Le pêcheur a une intelligence telle que si l'État nous accompagne, nous allons faire des merveilles. Pour les écailleuses et marailleurs, l'apnée devient irrespirable. Quand il y avait du poisson, nous arrivions à bien gérer nos foyers. Mais présentement, nous sommes là de 6h à 14h sans grand-chose. Nous sommes là depuis ce matin. La rareté du poisson nous affecte grandement. Certaines pirogues vont vers Kafountine, d'autres vont vers Joal, car ici, il n'y a plus rien. Seules les toutes petites pirogues nous approvisionnent un peu en poisson. En vérité, il n'y a plus de poissons à Mbour. Avant, à pareil moment, nous pêcheurs n'étions tellement pas à court de sardinelles qu'il nous arrivait de jeter le surplus. Mais actuellement, la mer est surexploitée. Depuis plus de 15 jours, cette dame fait la navette entre la banlieue dakaroise et Mbour pour s'approvisionner en poissons. Elle estime qu'il y a un léger mieux à Mbour comparé au quai de pêche de Rufisque et Kayar. Le poisson se raréfie de plus en plus. Le carton de la dorade, qui coûtait 22 000 francs CFA, plus de 39 €, coûte maintenant 35 000 francs, plus de 53 €. Les autorités doivent lever l'interdiction au niveau des zones interdites de pêche. Ça permettra aux revendeuses comme moi de céder les ressources à des prix acceptables. Ancien pêcheur, plus connu sous le prénom de Mam As, il est devenu l'un des animateurs les plus en vue à la radio Mbour FM. Tous les mercredis, il entretient ses auditeurs de divers sujets d'actualité en Wolof, une langue locale. Étant tout petit, j'étais avec mes oncles qui avaient des pirogues. En ce moment-là, il n'y avait même pas les scènes tournantes. Il y avait les mayas encerclants, les filets mayas qu'on appelle félé ici. Bon, après j'ai fait un peu les bancs. Jusqu'à un certain moment, j'ai commencé à aller en mer avec mes oncles pendant presque près de 20 ans. Mais avec toute cette expérience que j'ai vécue, j'ai eu à vivre avec mes oncles en mer. Bon, et tout ce que je sais, je suis obligé d'aller sensibiliser mes compatriotes dont je partageais le même métier, vu que les menaces qui guettent la ressource halieutique et le métier, donc je me suis obligé d'aller vers la sensibilisation. Le coordonnateur du collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal et membre de la World Forum Fishing People espère que son émission va trouver un écho favorable auprès des acteurs.
J'invite les marailleurs parce que j'ai eu à faire du mariage aussi, il faut le rappeler. J'invite les pêcheurs, les écailleuses, les femmes, tout ce qui gravite autour de la pêche, même l'administration des pêches, ceux qui gèrent la pêche, j'invite tout le monde. Et on discute sur des thématiques, par exemple, qui chacun a ce qui les intéresse. Si c'est les marailleurs, leurs problèmes et les solutions, si c'est les pêcheurs, la rareté surtout de la ressource. Et aussi, il y avait des moments la surexploitation de la ressource parce qu'on pêchait tellement qu'on ne savait même pas où mettre ce poisson. Et le lendemain, on continuait à pêcher. Vraiment, on versait ici, toute la plage était blanche de poissons. La rareté du poisson est un phénomène observé aussi bien sur la petite que la grande côte. Un constat du coordinateur du conseil local de la pêche artisanale de Mbour Commune a précisé qu'il y a 4 autres conseils locaux dans le département. Nous peinons à vraiment se vivre de notre métier qui est de la pêche. Alors, il y a une coïncidence, parce que je dirais, lorsqu'on a commencé à voir les bateaux sismiques, l'exploitation, je ne sais pas, du pétrole et gaz, quand les bateaux ont commencé à émettre les campagnes sismiques, ça a coïncidé avec, peut-être je dirais, la raréfaction de ces ressources-là. Il y a aussi les changements climatiques, parce que nous avons constaté que de plus en plus, les poissons, les bancs de poissons passent à d'autres canaux qui ne sont, bon, je dirais, méconnus, parce qu'auparavant, on n'allait pas au-delà des 60 et 100 km. Maintenant, on voit que pour trouver les bancs de poissons là, il faut aller, on fait beaucoup plus de kilomètres pour les capturer. Et cela vraiment a conduit peut-être à la baisse des captures et même des débarquements, des volumes débarqués. Le parc piroguier du département de Mbour représente le quart du parc piroguier du Sénégal, estimé à près de 23 000 pirogues. En plus, Mbour est le premier département en termes de débarquement. La ville abrite aussi les plus grands centres de pêche, ceux de Mbour et Joal Fadiouth. Je suis vraiment très même pessimiste de revoir cette ressource-là devenir comme avant. Je le crois même pas. J'ai même eu pitié à nos enfants. Et voilà, je pense que c'est la pêche qui va disparaître. Cette pêche artisanale-là surtout. Je crois que pour les moyens qu'il faut pour faire revenir la ressource là, est-ce que nos politiques sont conscients de la situation? Est-ce qu'ils ont cette volonté-là, cette volonté de faire revenir? Parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande l'application des textes, ça demande de resserrer la ceinture, ça demande beaucoup d'investissement en termes de repos biologie, en termes de création d'aires marines protégées, ainsi de suite. Il y a des textes qui régissent l'exploitation des ressources au niveau du Sénégal. Mais ces textes-là ne sont pas appliqués. Il y a aussi la pêche industrielle, il y a la pêche INN, les pirates et tout ça. Ça demande, comme je l'ai dit, une réforme totale des systèmes de pêche. Réglementer les filets, respecter les zones non autorisées pour la pêche, diminuer aussi cette flotte-là, la pêche industrielle qui est vraiment très puissante, qui exploite vraiment presque, je dirais, d'une manière très agressive ces ressources-là. Il y a 2 ans, le quai de pêche de Mbour était très souvent bondé de pirogues, mais face à la rareté des ressources halieutiques, les acteurs de la pêche ont reçu une douche froide. Toutefois, un espoir demeure puisque les ressources halieutiques sont renouvelables. Au Sénégal, la pêche fait vivre directement ou indirectement plus de 600 000 personnes et injecte annuellement dans l'économie plus de 400 milliards de francs CFA, soit plus de 608 millions d'euros.
De retour sur le plateau de Croissance Verte après ce reportage à Hambourg, nous sommes à présent avec le docteur Ibrahima Kamara, chercheur en sciences du climat et de l'océan à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'abord, un mot sur la situation à Hambourg. Docteur, quel avenir pour ces populations et surtout ces pêcheurs qui vivent principalement des ressources halieutiques? Ok, merci Alexis. Donc, je pense que c'est un reportage qui résume assez bien les problèmes actuels des pêcheurs à Hambourg. Et cette situation-là se reflète aussi quand on part à Kayar ou quand on part beaucoup plus sud vers Kafountine. Donc les pêcheurs ont des problèmes et ces problèmes-là ne font que pour le moment s'empirer. Mais comme il y a quelqu'un qui l'a dit dans le reportage, est-ce que le gouvernement est conscient de ça? De mon côté, je pense que puisque je travaille un peu avec le gouvernement, je dirais que le gouvernement est conscient de cela et il y a des options d'adaptation qui sont en train d'être mises en place pour vraiment venir à bout, en tout cas des problèmes, ou bien au moins régler en partie ces problèmes-là. Et je vois bien que les pêcheurs aussi sont conscients de qu'est-ce qui explique cette raréfaction-là. Il y a certains qui ont parlé d'utilisation de certains engins, aussi bien par la pêche artisanale, et aussi par la pêche industrielle, mais aussi il y a d'autres qui ont évoqué aussi en fait les effets du changement climatique et dont je pense qu'on va pouvoir entrer beaucoup plus dans la discussion. Vous êtes chercheur en sciences du climat et de l'océan. Comment est-ce que les changements climatiques ont influé sur les ressources halieutiques? Alors pour voir les impacts potentiels du changement climatique sur les ressources halieutiques, il faudra regarder d'abord les tendances de certains paramètres tels que la température des océans, la salinité, l'oxygène ou l'acidité. Donc si on regarde par exemple la température, donc le Sénégal par exemple, au niveau du Sénégal, on a ce qu'on appelle le pôle sénégalais. Donc quand on parle de pôle, c'est une zone où il y a une remontée des eaux du fond à la surface, donc qui apporte certains nutriments qui sont essentiels pour le développement de ce qu'on appelle les phytoplanctons, qui eux servent de nourriture à certains petits éléments que sont les zooplanctons et qui sont aussi mangés par les... Donc vous voyez cette chaîne-là qui est là. Donc s'il y a une rupture dans un certain côté, donc ça va avoir des répercussions. Donc du coup ici, ce que la recherche montre actuellement, c'est qu'en termes de température par exemple, il y a en fait une augmentation des températures des eaux. Or on sait qu'il y a les poissons, comme nous les êtres vivants, ils obéissent, il y a un certain confort thermique ou bien en termes de salinité aussi. On constate aussi que la salinité des océans aussi a tendance sur les côtes sénégalaises, a tendance à augmenter et ceci, on peut lier ça facilement à ce qui se passe sur la Terre parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y aura une diminution des précipitations et cette diminution des précipitations pourrait entraîner une diminution des ruissellements, donc entraîner une augmentation de la salinité. Donc si la salinité augmente, la température augmente et que les poissons qui sont là, en fait, ce sont des conditions qui ne sont pas très favorables à leur développement, donc ceci va immanquablement impacter sur en fait, le stock disponible. Parce que les larves vont mourir, ou bien il y aura plus de mortalité et donc le renouvellement ne sera pas ne se fera pas très rapidement comme ça se ferait au temps où il y avait des conditions qui sont très favorables dans ce cas-là. Docteur, les différents acteurs s'activant autour de la pêche ont-ils une certaine responsabilité dans cette perturbation du cycle de ces ressources issues de la pêche? Oui, les différents acteurs ont une responsabilité et je pense que les pêcheurs eux-mêmes en sont conscients. Parce que par exemple, si on prend les pêcheurs artisanaux, donc il y a certains qui ont parlé de l'utilisation de certains engins. Donc ces engins-là, en fonction des mailles qui n'utilisent pas les mailles adéquates, donc si vous n'utilisez pas les mailles adéquates, vous allez attraper des poissons juvéniles. Alors, or, ce sont ces poissons juvéniles qui devraient se développer pour renforcer le stock de poissons. Donc ce qui fait que en fait, l'utilisation de ces engins-là va immanquablement impacter sur le stock disponible. Mais selon vous, sont-ils réellement conscients des enjeux et conséquences du changement climatique sur leur activité? Ils parlent beaucoup de pêche industrielle et de pêche illégale. Oui, la pêche illégale, elle est là. Bon, nos gouvernements devraient, en tout cas, je pense qu'ils sont en train de faire des efforts pour vraiment mieux contrôler cela. Parce que bon, j'ai regardé récemment une émission au niveau de Libéria où on a mis en place des surveillances. Et donc, si cela existe au Libéria, cela normalement devrait pouvoir se faire ici au Sénégal, a priori.
Donc la pêche industrielle aussi a sa part de responsabilité. Donc nos gouvernements devraient regarder comment faire pour signer des contrats avec ces industriels sans avoir à laisser en fait aussi la pêche artisanale. Donc c'est vraiment un propos que le gouvernement devrait prendre. Aujourd'hui, la pression sur les ressources a atteint un niveau globalement critique. La surexploitation de certains stocks, notamment les démersaux côtiers. Que préconisez-vous pour endiguer cette situation ? Bon, déjà, il y a des solutions qui sont là actuellement. Donc, les solutions, c'est d'abord les repos biologiques qu'on est en train de mettre, qui sont déjà mises en place par le gouvernement du Sénégal. Il y a la création d'aires marines protégées. Donc, tout ça, ça contribue à renouveler en fait le stock. Donc, il va falloir aussi conscientiser les populations, donc les pêcheurs artisanaux, que par exemple, ce qu'on fait, par exemple, la création d'aires marines protégées, ce n'est pas pour les empêcher d'avoir, c'est pour en fait les permettre demain de pouvoir avoir, de permettre en fait, ça leur permet de renouveler en fait leur stock et donc de pouvoir en fait eux augmenter leur capture. Donc le fait de respecter en fait les zones, les aires marines protégées ou bien les repos biologiques, ce n'est pas, c'est quelque chose qui leur sera profitable dans le futur proche en fait, comme on peut dire comme ça. Parlons à présent du développement de l'aquaculture. Cette solution peut-elle endiguer la raréfaction du poisson ? Merci pour cette question parce que justement, comme je disais aussi, il y a le gouvernement Sénégal travaille sur ça parce qu'il y a ce qu'on appelle le PNA Pêche, le Plan National d'Adaptation Pêche. Donc il y a, les problèmes ont été identifiés. Il y a ce qu'on appelle les options d'adaptation. Et parmi les options d'adaptation, il y a aussi le développement de l'aquaculture qui vraiment donne de bons résultats aujourd'hui, aussi bien au niveau des zones côtières qu'à l'intérieur du continent. À côté de cela aussi, parmi les options d'adaptation, il ne faut pas omettre aussi, parce qu'on a vu qu'il y a les mareyeurs qui disent, par exemple dans le reportage, qui disent qu'on vient de 6h jusqu'à 14h, jusqu'à 18h. Il faut aussi essayer que ces gens-là aussi puissent développer d'autres sources de revenus, ne pas seulement se limiter à la pêche ou bien au fait de venir écailler, donc développer d'autres types de sources de revenus telles que l'élevage ou bien le commerce. Donc ça fait partie des choses qui peuvent en fait aider, qui pourraient aider en fait les populations à s'en sortir. Intéressons-nous à la pêche artisanale qui est en déclin. Privilégier la consommation nationale par rapport à l'exportation des produits de la pêche, est-ce une solution alternative probante pour aider les acteurs de la pêche artisanale ? Non, comme je l'ai dit tantôt, je pense que ce qu'il faut essayer, de trouver le juste milieu parce que voilà, l'exportation c'est important pour le pays, mais aussi ce que les pêcheurs artisanaux aussi doivent aussi pouvoir aller à la mer, avoir assez de capture pour venir aussi alimenter tout ce qui se travaille. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement puisse trouver le juste milieu entre l'exportation et aussi la consommation. En parlant du juste milieu, comment garantir une gestion plus rationnelle et plus rigoureuse des ressources halieutiques et arriver à une exploitation durable ? Bon, pour une exploitation durable, le fait de mettre en place les aires marines protégées, ça fait partie de ça. Les repos biologiques, tout ça, ce sont des options qui sont là. Et aussi augmenter la sensibilisation de la population. Vous m'avez posé la question, vous pouvez revenir. Voilà, donc est-ce que les populations sont conscientes de tout ce qui est changement climatique? Donc les populations, je pense qu'ils entendent parler de changement climatique, mais il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait par le gouvernement et aussi par les chercheurs. Et donc, il doit y avoir une sorte de collaboration entre les institutions de recherche et les décideurs politiques. Donc, ça commence à se faire et on commence à se rapprocher pour que vraiment les résultats qu'on arrive à avoir au niveau des universités, au niveau des centres de recherche tels que le centre de recherche océanographique Dakar-Thiaroye-le-Crote, que ça puisse aider le gouvernement pour prendre des décisions. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut mettre en place et que je pense que si on arrive à mettre tout ça en place, le gouvernement pourra prendre des décisions adéquates parce qu'il faut connaître quel est le stock qu'on a. Si on ne connaît pas le stock qu'on a, comment on peut en fait définir en fait le nombre de licences qu'on peut. Parce que si vous devez donner un nombre de licences, il faut avoir une idée sur le stock qu'on a.
Et ça, ce sont des choses qui manquent parce que, bon, nous, dans le domaine de recherche, il y a des informations qui nous manquent. Et on essaye autant que faire se peut en faisant des collaborations avec des institutions de recherche du Nord pour vraiment venir à bout de ce problème. Mais cela ne peut pas se faire sans, en fait, aussi l'implication aussi de nos gouvernements. Alors, cette raréfaction du poisson s'est aussi accentuée, il faut l'avouer, avec le développement de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et l'octroi de licences de pêche à des navires étrangers dans la zone économique exclusive sénégalaise. Alors, qu'en pensez-vous et quelles sont vos recommandations pour mieux réglementer le secteur de la pêche? Vos principales recommandations? Principale recommandation, c'est vraiment pour prendre, parce que les licences, pour les faire, d'abord, il faut avoir une idée sur le stock dont on dispose. Donc, il faut vraiment d'abord utiliser les institutions de recherche telles que le CROD, le Centre de recherche océanographique, mais aussi les universités qui travaillent là-dessus. À Dakar, il y en a des universités qui travaillent là-dessus. Nous, notre laboratoire, le laboratoire de physique de l'atmosphère et de l'océan, travaille beaucoup là-dessus. Vous partez à Ziguinchor, il y en a ceux qui travaillent là-dessus. Donc, je pense que si on collabore, on peut avoir une idée du stock qui est disponible au niveau de la zone de pêche du Sénégal. Et cela, si les gouvernements ont ça en main, donc ils peuvent savoir comment on peut faire pour donner, quel est le nombre de licences qu'on peut donner. Et si on donne ce nombre de licences, ça ne va pas impacter aussi la pêche artisanale. Donc vraiment, il faut une connaissance scientifique vraiment. Alors, merci Dr Ibrahima Kamara pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chercheur en sciences du climat et de l'océan à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné la possibilité d'échanger avec vous sur ce sujet très important. Voilà, je vous en prie. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.